Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette troisième chronique historique. Après Psyche Underground et les Boomerang Vekoma, il est temps pour moi de vous présenter quelque chose que je ne connaissais pas ou du moins assez peu parce que, voyez-vous, des sujets de vidéos j'en ai quelques-uns mais j'avais soif de nouvelles connaissances. Alors j'ai entrepris des recherches et je suis tombé sur quelque chose qui m'a titillé l'esprit et ça a fait j'boum là-dedans. Pour Johnny, ce n'est pas un coup d'essai, le roller coaster, il connaît bien. Je crois que celui-ci doit être plus impressionnant que celui de Magic Mountain parce qu'il y a plus de looping à la fin. Dites-moi, vous êtes toujours passionné de vitesse, moto, voiture, vous avez laissé tomber? Bah non, mais la preuve, je suis dedans alors. Et oui, un coaster inauguré par Johnny Hallyday et Carlos, que demander de mieux? Bon, pour vous remettre dans le contexte, nous sommes en 1988. François Mitterrand est réélu président de la République, l'URSS est toujours d'actualité et Pierre Desproges nous quitte. Vous pouvez rester. Ouais, je sens que c'est pas vraiment les infos qui peuvent vous mettre dans le contexte. Donc, 1988, Astérix se presse de terminer son parc pour l'ouvrir l'année suivante, Disney met les billets sur la table pour commencer la construction de son futur complexe européen, et le plus grand parc d'attractions français en activité à cette période, c'est Mirapolis. Le saut à l'élastique, c'est génial, ça vous plaît. C'est à Mirapolis que ça se passe. Encore une nouveauté conçue spécialement pour vous et pour cet été. Et bien d'autres attractions vous attendent à Mirapolis. Route de cours dimanche, Cergy-Pontoise, 3615, code Mirapolis. Ouvert en 1987, Mirapolis est l'un des grands projets de parc de la fin des années 80 avec Astérix, Disney et Big Bang Schtroumpf, aujourd'hui devenu Walligator Grand Est. L'investisseur majoritaire à la tête du parc a très vite eu des soucis avec la justice et même le FBI, et le parc a dû passer de propriétaire en propriétaire tout en accumulant plusieurs centaines de millions de francs de dettes, 300 millions rien que la deuxième année d'exploitation, ce qui représente aujourd'hui un peu plus de 85 millions d'euros en 2024. De plus, les forains ont une dent contre le parc d'attractions, ce dernier étant moins impacté par les taxes qu'eux, ils mènent alors plusieurs offensives à l'ouverture du parc avec pour meneur Marcel Campion. Et croyez-moi que le nom Campion, on sera amené à en reparler plus tard dans de futures vidéos. En bref, aujourd'hui on n'est pas là pour parler de Mirapolis, même si son histoire est très intéressante et je vous ferai un épisode dessus un jour, mais bien d'une de ses attractions phares, Miralooping. Alors, Miralooping a eu beaucoup de péripéties et a un peu voyagé depuis son ouverture en juillet 88, avec d'ailleurs Johnny qui casse ses lunettes de soleil à bord. Attention à vos lunettes. Ça fait 5 ans que je les ai. Je les adore. Faut que tu vois pas une paire neuve. Absolument, c'est bien, mon pote. Voilà, mes lunettes qui restent. On en fait une. Si tu veux. Bon, au-delà du fait que Johnny et Carlos aient été les parrains du coaster, ce qui est le fait un peu marrant, c'est aussi une sacrée machine, du moins pour l'époque, que l'on a sous les yeux. En 88, Goudurix n'est pas encore achevé et c'est une première en France que de voir un coaster avec de telles statistiques, à savoir une hauteur de 30 mètres de haut, avec une chute de 22 mètres, 65 km/h de vitesse, 750 mètres de long, et surtout 4 inversions. Et surtout, nous sommes dans les années 80, et donc vous savez forcément qui est le constructeur de cette bestiole, puisqu'il est là, c'est la référence dans le domaine à cette époque, et vous le savez, on le sait tous, que c'est loin d'être bon signe quand il s'agit de... Vekoma, leurs vieux coasters sont tout pourris et on sait ça. Vekoma, si tu veux des baffes, tu sais à qui demander ça. Eh oui. Bon, la prochaine fois, je laisserai Dubik faire la chanson par contre. Bon, Euroloop, c'est un modèle bien connu du constructeur néerlandais puisqu'il n'est pas le premier de sa lignée. Dernier modèle produit des célèbres MK 1200 Double Loop Corkscrew, donc composé de 2 loopings et 2 corkscrews ou tire-bouchons en bon franchouillard. C'est un clone du célèbre Python à Efteling aux Pays-Bas qui est le premier inauguré en 81, suivi de Montagnard Russa en 83 à Diverland au Venezuela, et enfin en 85 ouvre Magic Mountain, aujourd'hui renommé Shaman à Gardaland en Italie. Tous les 4 sont encore en fonction aujourd'hui, avec pour la particularité pour Python et Shaman d'avoir eu le droit à une cure de jouvence en remplaçant tous les rails du parcours par de nouveaux rails plus solides et recalibrés pour un meilleur confort. Alors, paraît-il que pour le premier ça a été bénéfique, mais que pour le second ça a empiré les choses. Mais bon, je vous avoue que je me suis déjà tapé 7 heures de route aller et 7 heures retour juste pour essayer la version originale, alors je ne vais pas faire de suite entre 10 et 12 heures pour comparer les deux autres. Bien, revenons à l'histoire de ce coaster mythique, souvent considéré comme le premier coaster de France, alors que pas du tout, puisque les premiers roller coasters français étaient les promenades aériennes ainsi que les montagnes russes de Belleville en 1817, donc ça remonte un peu, et si on vient me dire que c'est le premier coaster moderne, je vous répondrai que déjà ça veut rien dire, et surtout qu'il y avait déjà d'autres
d'autres coasters comme Gaz Express au parc Bagatelle et bien d'autres. Bref, d'abord inauguré sous le nom de Mira Looping à Mirapolis à côté de Cergy-Pontoise, le coaster est racheté suite à la fermeture du parc en 91 par un parc allemand, Spree Park, qui se situe aux environs de Berlin. Il ouvre dans son nouveau parc d'accueil aux côtés d'autres attractions venant de Mirapolis comme Dragon des Sortilèges, un e-power de Mack que l'on retrouve d'ailleurs souvent à l'abandon lorsque l'on cherche des images de Mirapolis alors que ces images ont été prises à Spree Park. Puisque je vous le donne en mille, Spree Park ferme lui aussi ses portes en 2001, laissant alors toutes les attractions à l'abandon dont Mira Looping, alors sous le nom de Mega Looping Ban. Le coaster reste à l'abandon durant 3 ans avant d'être acheté et installé par un petit parc forain français, Europark. Non, pas Europa Park, mais Europark. Et croyez-moi que le pas en moins n'est pas la seule différence. Aujourd'hui, le parc s'est renommé Fabricus World, mais le coaster est toujours présent et exploité sous le nom de Euroloop depuis 2004. Ça fait maintenant 20 ans que ce coaster presque oublié de tous se retrouve à couler des jours plus ou moins tranquilles dans un parc qui n'a pas vraiment d'âme, à l'exploitation assez hasardeuse et où l'on sait très bien que ce n'est pas ce parc qui lui offrira une cure de jouvence à ce monument de l'histoire parconautique française. Et oui, car même si ce n'est pas le premier coaster sur le territoire, il reste le premier en France de ce constructeur tout de même mythique. Mais bon, soyons honnêtes, il y a très peu de chances qu'il soit aussi bien traité que ses jumeaux italiens et hollandais, et je pense sincèrement que la prochaine destination de son grand voyage se terminera à la casse et son histoire pourtant riche, oubliée par beaucoup. Parce que très clairement, soyons francs, une machine comme Euroloop n'a pas grand chose à faire dans un parc comme Fabricus. Le parc est composé de beaucoup d'attractions foraines fixes, sans thématisation pour la grande majorité, et c'est fait avec mauvais goût pour le peu qui en ont, excepté apparemment leur raft, qui avait l'air d'échapper à la règle, mais étant en plein mois de janvier au moment de notre visite, je vous avoue qu'on n'a pas eu le courage d'aller vérifier. Autrement, les attractions sont vraiment disposées à la manière d'une fête foraine avec 2 grandes allées et au centre de tout ça, beaucoup de machines à sous, machines à pain, stands de tir, etc. Où l'on aura tout de même dépensé pas moins de 40 balles pour une pipe. Et j'en suis sûr et certain que dans n'importe quel domaine, ça fait cher la pipe. Également, on trouvera en face de l'entrée du parc un chapiteau qui ne donne vraiment pas envie d'entrer à l'intérieur. Un peu plus loin, vous aurez un spectacle de moto où avant chaque représentation, les acrobates défilent avec leurs engins dans tout le parc pour essayer de rameuter le peu de monde qu'il y avait ce jour-là. Et un peu plus tôt, donc, je vous mentionnais des opérations hasardeuses. Ce que j'entends par là, c'est que très clairement, les opérateurs sont soit complètement perdus et n'ont pas reçu les formations nécessaires, auquel cas, c'est dangereux, ou alors ils n'en ont strictement rien à foutre de leur boulot et c'est peut-être alors encore pire. Car très clairement, voir un opérateur qui passe son temps sur son téléphone, qui ne daigne même pas se lever pour vérifier les harnais et qui demande juste aux passagers de se vérifier eux-mêmes, c'est juste un énorme manque de professionnalisme et ça rend le parc d'autant plus risible. Sinon, on sent que le parc n'est pas très entretenu et est même délaissé par endroits, ce qui est vraiment dommage car ça donne pas beaucoup d'espoir pour la suite. Et très clairement, je n'ai rien contre les parcs forains, il n'y a qu'à voir Winoland qui est en train de se développer de manière très prometteuse. Enfin bref, maintenant vous connaissez tout sur Euroloop. Si vous êtes dans le coin de Béziers, profitez-en pour aller faire un tour sur cette machine qui, malgré un certain vieillissement, reste sympa à faire et c'est un bon coaster bien old school comme on les aime, encore dans son jus avec son vieux train à euros d'origine. Voilà, c'est fini pour cet épisode et on se retrouve très bientôt. C'était Florian sur Loop. Ciao!